Et bonjour à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va se faire une petite session relax et on va parler du nouveau jeu de rôle Warhammer Age of Sigmar Sous-Bound. Donc déjà, Warhammer Age of Sigmar Sous-Bound, qu'est-ce que c'est? C'est donc le premier jeu de rôle qui se déroule dans l'univers d'Age of Sigmar, en tout cas le premier officiel. Ça a été développé par l'équipe de Cubicle 7, donc, qui est une boîte d'édition anglaise, qui notamment a fait le dernier Warhammer Fantasy, ainsi que l'Anneau Unique, Doctor Who, et il me semble d'autres choses, Wrath and Glory, et j'en passe. Bref, c'est une assez grosse boîte qui a de belles licences dans sa grange. Donc, Warhammer Age of Sigmar Sous-Bound, pourquoi, comment? Déjà, dans le jeu est prévu pour qu'on joue des Soulbound. Donc les Soulbound, c'est un ajout dans l'univers, quelque chose qui jusque-là en tout cas on ne connaissait pas. C'est un ancien groupe de guerriers qui date de l'âge des mythes, lorsque le panthéon des dieux était unifié. Et en fait, ce sont des rassemblements de héros qui vont lier leurs âmes ensemble, ce qui va leur permettre, entre autres, de ne plus pouvoir être corrompus par le chaos, mais également d'avoir accès à l'immortalité, au sens propre, hein, ils ne vieillissent plus. Et ces héros auront pour mission de protéger la civilisation. Donc, le setting du jeu, on joue là où on en est exactement dans Age of Sigmar, donc on en est dans la phase Wrath of the Everchosen, donc le nécroséisme est déjà passé, les Bone Reapers ont été créés, les Stormvault ont commencé à émerger, et donc ça déjà c'est plutôt cool, c'est quelque chose que moi j'apprécie en tant que personne qui est très, très attachée au lore d'Age of Sigmar. Et donc on a Sigmar qui a remis en place ses Soulbound. Donc le but derrière la manœuvre, en fait, c'est vu qu'on est rentré dans l'âge de Sigmar, euh, la civilisation a commencé à se redévelopper, et malheureusement on n'a pas suffisamment d'armées disponibles pour protéger tous les foyers de civilisation. Étant donné ça, Sigmar a choisi une autre option, donc de faire appel, de relancer les Soulbound, et donc leur but ça va être de protéger les cités. Et de réouvrir les commerces, bref en fait ça va être vraiment des pionniers de la civilisation. Donc ça c'est ce qui est prévu à la base, sachant que donc le jeu va quand même relativement bien résumer l'histoire d'Age of Sigmar, même si elle est vaste, et vont bien sûr faire des gros raccourcis, donc on va pas avoir l'histoire complète de la guerre des portes, on va pas avoir tout le détail du nécroséisme, mais même si vous avez jamais joué à l'âge de Sigmar, vous pourrez être tout à fait en mesure de faire votre partie, et c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu? Comment ça fonctionne? Donc on va jouer des héros, des vrais héros. Et ça déjà c'est un des premiers points je pense qui est important à signaler comparé on va dire à ce qu'on peut avoir l'habitude de jouer dans un Donjon et Dragon ou dans un Warhammer Fantasy classique. Cette fois-ci vous êtes en haut du panier. Vous commencez, si on devait faire un rapprochement, vous êtes déjà level 20, vous êtes extrêmement puissant. C'est Et ça va se ressentir très vite. Donc surtout si vous êtes joueur ou si vous êtes maître de jeu, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte parce que on va vraiment sortir des habitudes de joueurs qu'on a habituellement, de voir tout ce système de progression vraiment tiré de l'Heroic Fantasy. Cette fois-ci, on est déjà extrêmement fort
d'entrée de jeu, et en plus, par notre lien sous le mood, on va l'être encore plus. Cela dit, si vous avez envie de jouer quelque chose d'un petit peu plus soft, on va dire, quelque chose de plus terre à terre, vous en avez la possibilité. Le jeu est également prévu pour ça. Vous avez comment on dit vous avez des options qui ont été mises en place dans le livre de base qui vous explique si vous avez envie de jouer un petit groupe d'aventuriers qui se rencontrent pour la première fois dans une taverne et qui va avoir une progression beaucoup plus classique, il y a des règles optionnelles qui ont été mises en place, mais c'est pas dans cette optique que le jeu a été prévu. Donc, dans Warhammer Age of Sigmar Sous-Bound, si jamais vous n'avez jamais joué à Age of Sigmar ou si vous ne connaissez pas du tout l'univers, donc on joue dans l'univers d'Age of Sigmar. Age of Sigmar, c'est la continuité de l'univers de Warhammer Fantasy, donc qui est plutôt connu, sauf que ça va se passer beaucoup plus loin dans le temps. Dans Warhammer Fantasy, il va y avoir un événement qui sera appelé la fin des temps, où le chaos va gagner et détruire le monde tel qu'on l'a connu. Donc le monde va être littéralement détruit, il ne restera plus rien ou presque. Et donc on va jouer dans l'après. L'après, ça va être des royaumes de magie qui se sont développés, des espèces de mini-bulles de réalité qui sont toujours liées aux 8 vents de magie qu'on a pu connaître dans Warhammer. Et ces 8 vents de magie vont créer donc 8 royaumes mortels. On aura le royaume de la vie, le royaume du feu, le royaume de la mort, etc. Sachant que du coup, vu que ça va être des royaumes qui sont extrêmement concentrés en magie, ça va avoir un impact sur l'univers, et ça va avoir un impact sur aussi le tempérament des gens. Par exemple, dans le royaume de la vie, les gens vont vivre au rythme des saisons. Donc ils vont être plutôt moroses en hiver, ils vont être extrêmement actifs en été. La vie va être en perpétuelle évolution, tout le temps, les plantes poussent en continu. Au contraire, dans le royaume du feu, tout le monde va être très sanguin, très énergique, tout le monde va être presque grandiloquent. Voilà, on est dans ce genre de setup. Donc on va pouvoir jouer dans différents univers, dans les différents royaumes, sans problème. Et donc avec comme but annoncé d'essayer de défendre la civilisation, qui est renaissante après un long âge de chaos, justement. Chose sur laquelle je reviendrai peut-être lors d'une vidéo un peu plus détaillée sur l'univers complet de Age of Sigmar. Voilà. Mais dans tous les cas, on est des héros dans cette civilisation, dans un monde où la civilisation est naissante, et le but, ça va être de faire en sorte qu'elle se casse pas la gueule. Là, donc, où on est du coup, c'est un petit peu original comparé à ce qu'on peut voir habituellement. Déjà, on est dans une période où le bien est en train de gagner. Mine de rien, ça commence à être un petit peu moins habituel. On est dans un monde avec des dieux qui sont tangibles, que l'on peut croiser, même si ça reste excessivement rare. Bref, on est dans le monde d'Age of Sigmar, tout simplement. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur mes vidéos de Warcry Est-ce une bande pour vous, pour en savoir un petit peu plus. Niveau personnage, on va avoir accès donc à tout ce qui va être la faction de l'ordre, donc ceux qui sont ouvertement contre le chaos. Sachant que pour rentrer dans la faction de l'ordre, il suffit de remplir ces 2 critères, ne pas aimer le chaos et respirer. Après, on va du coup pouvoir jouer des personnages qui ne sont pas forcément gentils, au sens propre. On va même avoir on a toute une faction de disciples de Cain, donc qui va être des cultistes du dieu du meurtre, qui sont vraiment loin d'être sympathiques. On peut même jouer
des Black Corsair qui sont des esclavagistes. Donc voilà, c'est pas parce que vous êtes là pour, on va dire, la bonne cause que vous êtes forcément des bonnes personnes. Il n'y a pas par contre d'alignement de façon donjon et dragonesque. Et, et voilà. Donc, sur le papier, ça va être ça. Niveau système de jeu, c'est assez cool. Ce qu'on m'a dit, ça ressemble pas mal à la dernière version de Vampire, que je n'ai pas encore lu, essayé, etc. Donc on va jouer avec des D6. Les joueurs vont créer des poules de dés en fonction de leurs compétences. Donc il y aura une simple addition à faire. Et vous lancez un nombre de dés égal à votre poule de dés. Et il va falloir faire plus que... Voilà, vous comptez le nombre de réussites que vous avez fait. Donc par exemple, si vous voulez ouvrir une porte, qui va être une action relativement facile, on va dire que vos dés qui vont faire 2 ou plus seront une réussite. Donc vous lancez votre poule de dés et vous comptez tous les fois où vous avez fait 2 ou plus. Si jamais vous cherchez à soulever une herse un peu solide, vous lancez votre poule de dés et ça sera au MJ de dire ben là la herse est lourde, ça sera du 5+, donc vous allez compter tous les 5 ou plus. Normalement, une seule réussite suffira, sauf si vous voulez inclure un facteur de temps. Donc, par exemple, sur la même herse, si vous voulez la maintenir ouverte pour que tous vos compagnons passent, on peut dire qu'il va vous falloir 3 réussites sur votre pool de dés. Donc, voilà grosso modo la mécanique. C'est une mécanique qui est relativement simple. Personnellement, j'ai pas mal apprécié. Vous avez également une notion de focus en fait qui va vous permettre d'augmenter le résultat d'un de vos dés et donc pour faciliter votre score, enfin pour réussir à obtenir le score que vous souhaitez plus facilement, hein, donc qui est une forme d'entraînement, hein, c'est passif, vous l'avez par défaut. C'est très simple, vraiment. On a fait une phase de combat et mes joueurs ont instantanément pris le pas sur la mécanique et ils ne m'ont plus jamais demandé comment ça fonctionnait. Ce qui est un truc qui est, je trouve, plutôt cool. Cool parce que c'est très facile à expliquer, très simple à mettre en place. La fiche de perso également, vous avez quelques petites stats intéressantes. Par exemple, vous avez une valeur fixe d'attention, donc qui évite de faire le MJ gros balourd, fais-moi un test d'attention pour voir si tu repères quelque chose. Là, il y a juste besoin de regarder une stat sur la fiche, c'est quand même beaucoup plus cool, en tout cas à mon sens. Je vois que je n'ai pas le chat, ça m'embête un peu. Si, c'est bon, j'ai récupéré le chat. Donc, voilà, vous avez ce système. Le système de combat, je pense, fera assez plaisir justement aux habitués des jeux Games Workshop, étant donné qu'on a quelque chose qui est assez proche du système de jeu actuel. C'est-à-dire, en fait, on va avoir une valeur d'attaque, on va dire, et qui va être comparée à une valeur de défense de l'adversaire. Si la vôtre est supérieure, alors ça sera du 3+, ou du 2+. Si jamais celle de l'adversaire est supérieure, ça sera du 5+, et si c'est égal, ça sera du 4+. Et vous n'avez qu'à compter le nombre de réussites pour savoir combien de dégâts vous avez fait. Donc c'est extrêmement facile. Et encore une fois, là, le tout en plus est résumé sur votre fiche de perso, ce qui est plutôt cool, la fiche de perso est pas mal. Même si à mon avis, il y a un peu trop d'infos pour l'utilité qu'on pourrait en avoir. Donc on a ça, et ce qui fait un petit peu le sel du jeu, ça va être la mécanique de Metal. Donc le Metal, vous pouvez traduire ça par de la bravoure, du courage, du souffle, bref. Vous avez une ressource unique, qui donc s'appelle le Metal. Et cette ressource se recharge au début de chaque tour de combat, et va vous permettre au choix soit de faire une action supplémentaire, donc vous allez pouvoir faire 2 attaques par exemple,
soit d'utiliser des talents particuliers, donc notamment ça s'utilise beaucoup au niveau des classes de prêtres, donc qui vont devoir faire appel à des miracles. Soit vous allez pouvoir l'utiliser pour lancer plus de dés par rapport à votre entraînement, donc si vous voulez vraiment faire un maximum de dégâts, ou vous allez également pouvoir les utiliser pour augmenter votre focus, si jamais vous savez que l'action sera difficile, et donc pouvoir vous faciliter un peu la démarche. Ça rend les combats assez dynamiques, je trouve, parce que du coup on a vraiment ce côté... ben, on ne fait pas juste son attaque, on va réfléchir un petit peu à comment faire son attaque de façon à ce qu'elle soit intéressante dans la situation donnée. Et j'ai trouvé ça particulièrement cool, la mécanique est vraiment sympa. Par contre, là où le bas blesse, c'est que cette mécanique, autant elle est super cool, elle est vraiment bien, autant ça fait que vos personnages sont incroyablement puissants. Et ça va être un peu un des fils rouges de ce jeu. Vos personnages sont forts, peut-être trop. En fait, donc notamment à cause de cette mécanique de métal et à cause on va dire, du niveau de base de création de vos personnages, vous allez être un petit peu comme si vous étiez dans Diablo 3, c'est-à-dire que vous allez avoir des personnages qui vont pouvoir rouler sur des packs complets d'ennemis. D'ailleurs, il y a un système pour les ennemis de groupe, enfin vous pouvez faire un combat à 1 contre 20 et ça sera extrêmement fluide et rapide. Par contre, sachez que même si vous venez de créer votre personnage, il y a de bonnes chances de gagner le combat sans souci. Et c'est un petit peu, c'est un petit peu perturbant, surtout côté MJ, j'avoue. Mon premier scénario, je l'ai fait, on va dire, de façon très classique, hein, voire même j'avais eu la main un petit peu lourde sur les ennemis en me disant que, bon ben, voilà, en laissant une échappatoire à mes joueurs au cas où ça dégénère. Et finalement, les fameux ennemis dont j'ai eu la main lourde, etc., n'ont pas réussi à finir le premier round de combat, ils n'ont même pas réussi à attaquer, tellement ils se sont fait rouler dessus par mes héros fraîchement sortis du moule. Et donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir prendre en compte. Parce que lorsque, du coup, vous allez commencer à... En fait, le jeu sort un peu des carcans de ce côté-là. On n'est pas sur un jeu où on va chercher à avoir une grosse progression de héros, parce que vous commencez déjà en haut du panier. Là où je pense qu'il y a un intérêt à jouer, surtout en campagne, ça va être sur tout le côté défendre les pays, défendre la ville, et mettre un peu plus en avant ce côté très... la civilisation est bien, elle est repartie, sauf que si personne ne s'en occupe, si personne ne la défend, elle pourrait tout aussi bien se casser la gueule. Et je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont voulu mettre en avant, ce qu'ils ont cherché, ce qui fait qu'on est extrêmement loin de ce qu'on avait dans le Warhammer Fantasy classique, où on pouvait louper un jet de s'asseoir sur une chaise hein, pour revenir sur une boutade. Mais voilà, on est sur quelque chose où nos personnages sont forts, extrêmement forts, et on le sait et on le sent. Donc c'est grisant, surtout pour un one-shot, parce que là, clairement, on lance des poignées de dés, on est capable de détruire des vagues d'ennemis sans sourciller. Si on part sur une campagne, par contre, on peut se demander, mais à quoi bon? À quoi bon? Parce qu'on est déjà tellement fort, tellement pété, que il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc je pense qu'en tant que MJ, il va falloir un petit peu réévaluer les besoins hein, et faire en sorte que non, ce qu'on va chercher, c'est pas à faire évoluer nos personnages vraiment, ça va plutôt faire évoluer le royaume dans lequel ils évoluent et du coup faire vraiment une grosse mise en avant de vos actions se reflètent sur la civilisation autour de vous et grâce à ce que vous faites, vous arrivez un peu à faire se développer le monde tout simplement.
Donc ça va être un peu pour la mécanique de base. Cela dit, si vous faites des one-shots, je pense que vos joueurs vont apprécier, parce que c'est grisant, il n'y a pas d'autre mot, c'est très 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 fun. On a un sentiment de puissance comme on a rarement pu en avoir dans un Warhammer. Et c'est vraiment très cool. Et je trouve que là où c'est bien, c'est que ça va également pas mal refléter ce côté Age of Sigmar. Que dans Age of Sigmar, on a cette notion de les, les joueurs enfin, on joue à un niveau divin. On sait pas trop comment évoluent les civilisations. On sait pas trop comment marche on va dire le commun des mortels. Et du coup, là, on en apprend plus, beaucoup plus dans ce livre. Cela dit, on est quand même, encore une fois, au-dessus du lot, et on n'est pas en train de chasser des rats avec son pote le voleur de cadavres. Ce qui est assez sympa. D'ailleurs, niveau fluff, on en apprend pas mal dans ce livre. Donc moi, personnellement, j'étais extrêmement content de cette partie-là. Donc on va avoir en fait, tout ce qui va être la vie pour, j'ai envie de dire, pour les mortels dans les royaumes. Donc comment ça va marcher les métiers, comment ça va marcher la nourriture, la chasse, des choses comme ça, sachant qu'ils vont en parler dans les différents royaumes, avec du coup les problèmes et les avantages et les inconvénients des différentes zones. Euh, on apprend par exemple que dans le royaume du métal, les animaux sont quasiment toxiques à force de se nourrir de plantes riches en métaux lourds et d'humer un air qui l'est tout autant. Donc si on vient de l'extérieur et qu'on essaye de chasser à Chamon, ben ça se passera mal parce que voilà, on risque de s'empoisonner. Pas mal de choses comme ça. Chose intéressante également, on va avoir la description complète de toute une zone des royaumes mortels, qui est The Great Parch, qui est historiquement la zone dans laquelle a commencé le jeu, dans le sens où c'est là où Sigmar a envoyé la première fois ses Stormcast. Donc on est vraiment dans c'est la première zone qu'on a connue dans Age of Sigmar, historiquement parlant, dans le jeu. Et du coup, moi, je trouve ça assez sympa qu'ils aient commencé par là. On va avoir beaucoup de détails sur cette zone. On va avoir les différentes villes, on va voir comment marche le commerce, on va voir comment marchent les différentes villes, tout simplement, parce on sera donc dans le royaume du feu, qui est assez difficile à appréhender, qui est compliqué et à vivre. Bref, c'est assez sympa. J'ai beaucoup aimé ce paragraphe. Et en plus, du coup, on a enfin accès à qu'est-ce que c'est que vivre dans les royaumes mortels et, et à s'intéresser autre chose qu'au côté divin des affrontements. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça hyper sympa. J'ai beaucoup apprécié. C'est bien écrit, c'est bien résumé pour ceux qui ne seraient pas du tout l'univers, hein, ce qui est aussi un petit peu le public cible, je pense. Donc voilà, si jamais vous n'avez vraiment aucune idée de comment marche Jacimar, vous avez tout ce qu'il faut dans le livre pour comprendre. Vous n'aurez pas bien sûr tous les détails, mais vous en aurez largement suffisamment pour pouvoir jouer. Niveau classe de personnage, vous allez avoir accès à pas mal de factions, plus ou moins connues. Vous aurez les Daughters of Cain, vous pourrez jouer des Sylvanettes, donc des espèces de je s'appelle Groot, pour être très, très médisant. Vous allez pouvoir jouer les fameux Stormcast. Vous allez pouvoir jouer des Caradhran Overlord qui sont des nains steampunk. Vous allez pouvoir jouer des Fire Slayer. Vous allez pouvoir jouer des habitants des villes, tout simplement. Bref, beaucoup de choses de ce côté-là. C'est assez cool. J'avoue que là aussi, j'étais assez impressionné. Il y a un petit peu moins d'une trentaine de classes, je pense. Sachant qu'elles sont toutes vraiment différentes, elles se ressentent. Et le jeu vous propose également de faire les vôtres, hein. Il vous donne toute la mécanique nécessaire pour pouvoir faire ses propres classes. Donc c'est assez sympa.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qui est intéressant? Hein, on a un bestiaire qui est assez moyen. J'avoue que sur ce côté-là, moi j'ai été plutôt déçu. Le bestiaire est... Alors il y a un petit peu de tout, mais au final il y a beaucoup d'unités qui sont extrêmement faibles, extrêmement de la piétaille. Et étant donné la puissance vraiment des joueurs je sais que je le répète beaucoup, mais moi ça m'a choqué, qui est vraiment complètement aberrante. Donc les joueurs sont beaucoup trop forts pour de la piétaille justement. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'infos, un peu plus de choses, sachant qu'il nous donne comment bricoler nos ennemis, mais au final on manque peut-être un peu on va dire, de référence, parce que ils nous ont mis beaucoup de fois le même type d'unité. Voilà, on va dire tout ce qui va être un peu des troupes d'élite, des choses comme ça, des trucs qui auraient pu nous être utiles justement pour faire face à nos joueurs qui sont extrêmement forts, et ben ça manque. Ça manque dans le jeu, ça manque dans le livre de base. Alors faut faire les siennes, soit on peut, c'est pas non plus le bout du monde. Mais j'avoue que de ce côté-là, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de détails, surtout enfin, les factions sont très inégales au niveau justement des informations dont on dispose, et c'est assez dommage. Voilà, voilà. Donc, actuellement, le jeu n'est disponible que en anglais sur le site de Cubicle 7, sachant que, en plus de n'être disponible qu'en anglais, il n'est que en PDF. La version papier sortira dans le dernier trimestre de l'année. Ils ont prévu également un kit d'initiation, sachant qu'il n'y a pas de scénario dans le livre de base. D'ailleurs, en fait, de ce côté-ci, ça peut être également un problème si vous n'êtes pas du genre à écrire vos scénarios. Donc ouais, il n'y a pas de scénario dans le livre de base. Cela dit, il y en aura donc dans le kit d'initiation, qui devrait sortir sous peu, ainsi avec l'écran. On a également une première campagne qui est prévue, qui devrait sortir dans un futur proche. J'avoue que j'ai pas retenu la date. Sachant que on aura une première partie en tout cas qui sera gratuite et qui devrait être disponible très très rapidement. Donc vous aurez quand même déjà un premier scénario disponible si vraiment vous avez envie de jouer et que vous n'avez rien de prévu et que vous n'êtes peut-être pas suffisamment à l'aise avec l'univers pour créer votre propre scénar. Enfin, tout est prévu entre guillemets. Donc voilà. J'avais pu m'entretenir lors du Festival international du jeu à Cannes avec l'équipe de 7ème Cercle qui s'occupe de la diffusion de Warhammer Fantasy. Et il est prévu qu'il s'occupe de la traduction du jeu, donc normalement les contrats sont déjà signés, tout est déjà en place. On peut supposer que les versions papier des deux sortiront plus ou moins en même temps en français et en anglais, en tout cas pas très éloignés, mais ça ne nous empêche pas que ça nous amène au plus tôt à Noël, plus ou moins, hein, ou en tout cas pour pas avant septembre. Donc il va falloir attendre un petit peu si vous voulez attendre la version française du jeu, parce que c'est pas pour de suite. Du coup, voilà, on va avoir déjà ces suppléments qui ont été annoncés. On a également un supplément annoncé pour l'an prochain qui va comporter tout ce qui va être objet magique, plus de sorts. D'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé, le système de magie est extrêmement simple et efficace, hein, il est au même titre que les autres. Vous allez pouvoir vraiment vous amuser de ce côté-là, sachant qu'il y a également une mécanique en jeu pour les héros pour créer leur propre sort, ce qui reflète assez bien du coup ce qu'on peut trouver dans Age of Sigmar. D'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas abordé, il y a toute une mécanique de jeu qui va se jouer entre les scénarios, donc en dehors
en dehors des phases où vous jouez, vous allez avoir accès à une phase de hors-jeu. Lors de cette phase de hors-jeu, c'est là où vous allez pouvoir mettre en avant apprendre des nouveaux sorts, créer des sorts, faire des connexions dans les villes dans lesquelles vous êtes, essayer de... bref, votre héros va continuer à vivre. Si vous êtes ingénieur, vous allez pouvoir créer des objets pendant ce moment-là. Au final, c'est pas grand-chose, mais je trouve que c'est vraiment un ajout très sympa au jeu, d'avoir mis des mots et fait une vraie mise en place sur ce côté. Voilà, c'est pas parce qu'on ne joue pas que notre héros tout d'un coup il passe en stase et il ne fait plus rien. Donc ça c'est vraiment très 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 cool. J'ai beaucoup aimé cette mécanique. On a également dans les trucs assez sympas et intéressants une mécanique de groupe. Donc le groupe lui-même a une fiche de personnage qui va être évolutif, qui va leur permettre de faire un certain nombre de choses en fonction du nombre qu'ils sont, en fonction de s'ils sont d'accord les uns avec les autres. Cette fiche de personnage va également mettre en avant l'avancement de la fatalité dans le monde. Donc créant lorsque votre groupe va commencer à fuir des combats, ne va pas réussir à repousser la menace, le monde va devenir plus difficile, va s'obscurcir. Et donc c'est traduit mécaniquement dans le jeu. Encore une fois, ça fait partie des mécaniques assez sympas que j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est vraiment sympatoche donc, je pense que voilà, on a fait rapidement le tour. Vos héros, d'ailleurs, si dans les trucs un petit peu sympatoches, vos héros ont des objectifs personnels, ce qui vont leur permettre l'expérience ne se gagne que comme ça, en fait, en accomplissant des objectifs. Vos héros vont avoir un objectif personnel à court terme, un objectif personnel à long terme. Donc à court terme, ça peut être quelque chose de vraiment très très bateau, du genre réparer l'armure de mon maître. Voilà, donc en soi ça va pas être compliqué, et c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'expérience. Ou alors vous allez avoir à beaucoup plus long terme, ramener la relique de bidule truc dans mon village natal pour sauver X, Y, Z. Bref, donc voilà, ça va être on va dire une nouveauté dans la création de votre personnage, parce que ça va être quelque chose dont il va falloir penser, et il va falloir un peu planifier sur le long terme. Donc voilà, vous allez... comment fonctionne l'XP. Voilà. Donc au final, Age of Sigmar sous Boon, qu'est-ce que j'en ai pensé et qu'est-ce que les autres en ont pensé? Parce que donc j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de test, heureusement. C'est comme ça que j'ai vu que ça s'est mal passé. Donc si vous êtes maître de jeu déjà, autant vous le dire de suite, il va falloir revoir un petit peu vos habitudes. Parce que clairement, vous jouez avec des persos que j'ai envie de qualifier endgame. Les joueurs sont extrêmement forts, c'est grisant, c'est cool. Il va falloir vraiment que vous compreniez bien les mécaniques du jeu pour que justement ce côté puissant et grisant, les joueurs puissent l'avoir. Donc toute la mécanique de Metal, notamment qui est au cœur du système, mais qu'on peut facilement passer à côté parce que même eux ils en parlent à peine, alors que c'est vraiment primordial. Donc déjà vous allez avoir ce côté-là. Lorsque vous êtes joueur, encore une fois en one shot c'est super sympa. Tous mes joueurs ont adoré. On a un sentiment extrêmement éloigné du classique Age of Sigmar, enfin du classique Warhammer plutôt, avec tout ce côté où on est extrêmement fort, avec cet univers qui est, on va dire,
bien qu'il soit sombre, il est quand même beaucoup moins sombre, il est beaucoup plus high fantasy. Euh, il, a- il apporte vraiment pas mal de choses. Côté, si vous voulez juste jouer, enfin si vous êtes habitué à jouer à Warhammer Fantasy classique, et c'est assez, il y a une petite saveur familière, mais ça reste des paysans et c'est plutôt cool. Donc voilà, de ce côté-là, c'est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé, mes joueurs ont apprécié. Après, de l'avis plus ou moins général, là où on va avoir des problèmes, ça va être si on veut avoir des persos qui soient un petit peu équilibrés, un petit peu et pas super optimisés pour le combat ou pour quoi que ce soit d'autre, parce qu'il y a des écarts qui du coup se créent assez vite entre les talents dans lesquels on a des spécialités et ceux dans lesquels on n'en a pas. Et là aussi, ça se sent de façon assez conséquente. Euh, et je pense que voilà. Donc, au final, Warhammer Soulbound. Ben, moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça très sympa. Je trouve que c'est une bonne adaptation de l'univers. Ils ont su suffisamment réinventer le truc pour ne pas justement se retomber sur un 12e clone de Warhammer Fantasy ou de Donjons et Dragons. Cela dit, ils souffrent quand même de défauts d'équilibrage, j'ai envie de dire, qui peuvent peut-être être réglés sur le long terme. Là, par contre, j'ai vraiment pas assez de recul pour pouvoir en dire ça. Pour du jeu en campagne, ça peut être sympa de faire, si on veut vraiment rester focalisé sur une ville et du coup progresser de ce côté-là. Si par contre vous avez envie de faire quelque chose d'un petit peu plus exotique avec les héros qui vont parcourir le monde, découvrir les différents royaumes, etc. Là, ça va être beaucoup plus compliqué de, on va dire, justifier la campagne dans le sens où vous allez vous balader avec des mecs qui sont qui sont beaucoup trop forts et la progression ne sera pas vraiment un intérêt pour continuer à jouer. Vous n'allez pas avoir à faire une grosse planification, vous n'allez pas avoir à vous dire bon bah voilà, si on fait X scénario, on va pouvoir faire ça, ça et ça. Basiquement, ça et ça, vous pouvez déjà le faire dès la fin du premier scénario. Et c'est un petit peu dommage. Donc, pour le moment, je suis un petit peu mitigé. Je pense que c'est relativement clair de ce côté-là. Autant ça reste intéressant, où on a vraiment un autre postulat comparé à ce qu'on a l'habitude. Après, est-ce que ça vaut le coup de faire plein de campagnes, etc. En l'état, ça me semble assez compromis. Et c'est assez dommage, étant donné que, comme dit précédemment, on a quand même un système de développement hors, hors jeu qui a été mis en place, qui est plutôt intéressant. Bref, je suis un petit peu... je me tâte. Je me tâte. Il va falloir que je fasse quelques autres parties pour vraiment faire un retour complet sur le jeu, qui arrivera probablement dans un futur futuristique. Et voilà. Donc c'est un bon jeu, c'est clairement un bon jeu, ça respecte l'univers, c'est sympa. Il y a des mécaniques originales, des mécaniques intéressantes. Et là où le bas blesse, par contre, ben, c'est que il y a un énorme souci d'équilibrage. Et autant ça peut plaire vraiment à des joueurs, ça permet de faire une belle dissociation entre Warhammer classique et Warhammer Age of Sigmar. Ça permet également de faire une belle démarcation avec les autres jeux d'Heroic Fantasy qu'on peut croiser, parce que Dieu sait qu'il y en a, et qu'il y en a beaucoup. Euh, mais voilà, il manque un petit peu de... Il lui manque quelque chose, à mon goût. Il manque ce côté progression, clairement.
Et ça me semble du coup difficilement adaptable pour la campagne, et je trouve ça un peu dommage. Alors encore une fois, je l'ai pas, c'est qu'un avis à chaud. Oh, hein, je manque un peu de bagage de partie pour pouvoir vraiment en parler plus en détail, mais, euh, mais ça viendra, ça viendra, ça viendra. Et voilà. Donc au final bien, mais un petit peu mais. Un petit peu mais. Là où il y en a quand même un bon plus, je trouve, c'est qu'on sait déjà qu'il y a un suivi de gamme qui est en place. Là, s'il y a déjà des extensions qui sont prévues. Bref, on n'est pas sur ce qu'on peut croiser beaucoup ces derniers temps dans le jeu de rôle. C'est-à-dire un jeu où ils sortent juste un livre et ça sera absolument tout. On n'en aura plus de nouvelles après, plus jamais. Le jeu est terminé. Non, là, on est vraiment sur quelque chose où on sent qu'il y a de l'effort, on sent qu'ils ont envie de pérenniser la gamme. On a tous les outils qu'il faut si on aime l'univers d'Age of Sigmar, et ça c'est vraiment très très sympa. On se sent dans Age of Sigmar, on sent qu'ils ont fait suffisamment d'efforts pour que si on n'est pas habitué, on ne soit pas non plus perdu, parce que c'est un univers qui est quand même assez différent du carcan classique. Bref, voilà mon avis à chaud sur Warhammer Soulbound. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais rester là encore 2-3 minutes. Et sinon, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Lancer Critique.